Aujourd'hui, je suis avec Robin Doucet. Robin Doucet, vous êtes directeur général du Salon du livre de Rimouski depuis plus de 30 ans maintenant. 25. 25, depuis presque 30 ans. En 1996, j'ai commencé à travailler au Salon du livre de Rimouski en faisant un salon presque sans livres. Une drôle d'histoire, ça. Ah oui? Oui. Mon premier salon, en fait, il y avait eu dans l'ensemble des salons du livre au Québec, il y a 9 salons majeurs. Et le Salon du livre de Québec avait décidé de faire un salon, à la fois un salon du livre et un salon des sciences sociales. Et le meilleur moment pour eux, c'était dans le calendrier, c'était de faire ça au mois de septembre. Donc, les étudiants arrivent à l'Université Laval, etc., tout ça. Donc, arriver avec un salon à ces dates-là, c'était, selon eux, le meilleur moment. Mais dans l'industrie du livre, c'était pas le meilleur moment. Parce que l'industrie du livre, on produit au printemps pour le Salon du livre de Québec et à l'automne, on produit pour le Salon du livre de Montréal. Donc, les gens ont fait une première édition. Ça a très bien été pour le Salon du livre de Québec, mais dans l'industrie, comme je le disais, c'était pas ce qu'ils souhaitaient, mais vraiment pas. Alors, lorsque les gens de Québec ont voulu répéter la formule, les éditeurs ont décidé de boycotter le Salon du livre de Québec. Donc, cette année-là, il n'y a pas eu de salon à Québec. Et la première année, comme les éditeurs n'étaient pas tellement contents, ils ont dit il y a un salon dans l'automne qui va payer pour. Et ça a été le Salon du livre de Rimouski. Donc, les éditeurs ont dit on n'ira pas au Salon du livre de Rimouski. Donc, on a fait un salon d'auteurs. Et je pense que c'est là qu'on a été forcé de travailler le programme d'animation. Parce qu'avant ça, dans les salons, il y en avait un peu d'animation, mais ça tenait sur presque... dans un programme, ça tenait quasiment sur une page ou deux. C'était surtout un attrait commercial, en fait, pour que les gens puissent aller acheter. Oui, mais c'était dans l'ensemble des salons au Québec. C'était vraiment comme une grande librairie avec un peu d'animation. Et lentement, en tout cas, nous, cette année-là, on a fait un programme d'animation sur 3 jours. Et les années suivantes, on a commencé à développer notre programme d'animation. Et les autres salons aussi ont vu qu'il y avait une sorte d'intérêt pour ça, parce que là, on sortait du salon commercial. On arrivait aussi avec un salon qui était culturel. Donc, la clientèle, les visiteurs, les visiteurs du salon, ça a commencé à augmenter. Donc, de plus en plus, on est allé dans ce format-là qui est comme à la fois un salon du livre, parce que c'est très important qu'il soit commercial, mais c'est aussi un événement culturel. Au moment où on se parle, le salon n'a pas encore eu lieu, là, mais ça s'en vient. Oui, mais en fait, on fait vraiment pas un salon cette année. On fait une semaine d'activité littéraire à cause de la pandémie, bien sûr. Donc, on pourra en parler si vous voulez. Comment on est allé là-dedans? Certainement, parce que la décision s'est prise assez rapidement. Hein, quand on a su pour le confinement au mois de mars, vous, j'imagine que tout de suite, ça s'est parlé au bureau. Qu'est-ce qu'on fait en septembre? Ça va avoir changé? Oui. Comment ça s'est passé, tout ça, la prise Comment ça s'est décision? passé? Bien, dès l'annonce du confinement, on a commencé à avoir des réunions au niveau provincial, à l'Association québécoise des salons du livre, qu'on appelle la QSL. Et à la QSL, on retrouve 9 salons, des salons majeurs au Québec. Ça comprend Montréal, Québec, l'Outaouais. Donc, la QSL est née en 1979. Il y avait 9 régions administratives à l'époque au Québec, et chaque région a eu son salon du livre. Et c'est resté ainsi jusqu'à date. C'est encore la même chose. Donc, on a eu des réunions à la QSL. Il y avait des gens qui avaient fait leur conférence de presse, et la pandémie a été annoncée le lendemain de la conférence de presse. Donc, tout était prêt. Ça, c'était les gens du Salon du livre de Trois-Rivières. C'est un salon qui nous ressemble beaucoup.
à peu près fréquenté par le même nombre de visiteurs, autant de stands, puis un peu plus d'auteurs parce qu'ils sont collés sur Montréal. Et Montréal, bon, mais c'est là où la grande majorité des auteurs au Québec vivent. Donc là, on a commencé à avoir des réunions avec l'ensemble des collègues. Et on a été le premier salon, nous, de l'automne, à annoncer qu'on ne ferait pas un salon traditionnel. Et ça a provoqué, disons, l'annonce d'autres salons qui étaient plus, disons, dans le calendrier qui se tenait plus tôt que le nôtre. Je pense à celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie. Et puis, nous, on suit l'Estrie et ensuite, c'est Montréal. Actuellement, bien, le produit a été, l'offre a été faite dans les classes de la région. Donc, on va toucher aux environs de 4000 écoliers avec des ateliers virtuels et on va agir entre 180 et 200 classes qui vont recevoir des ateliers. Donc, on est super content de la réponse des professeurs. C'est une super opportunité, en fait, pour le salon d'aller peut-être chercher une clientèle qui ne se serait pas nécessairement déplacée ou d'aller un petit peu la plus loin. pocatière, en fait, oui, parce que des fois, dans le Témiscouata ou encore le Kamouraska, des fois, c'est plus difficile pour eux de venir au Salon du Livre. Ouais. Mais voilà, la réponse a été vraiment, vraiment satisfaisante. On ne sait pas encore quels vont être les résultats de tout ça. Mais ce qui était important pour nous, c'était de faire des expériences. Donc, et le résultat de l'expérience, on ne visait pas nécessairement un succès. On visait plus une réponse. Donc, puis de voir un peu ce que cette nouvelle expérience-là allait amener finalement, mais c'est pas nouveau pour le salon là, d'être novateur puis d'amener des nouvelles idées. Je pense par exemple aux conférences, modeler le futur, des choses comme ça. Oui. Ça a toujours fait partie de votre mission de développer le milieu comme ça. Oui. À la blague, le directeur de l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs de livres, dit souvent que Rimouski, c'est le salon qu'on copie au Québec. Il est très flatteur, Mais oui. Richard Priat. Mais enfin, c'est ça. Oui, c'est très, très, très important pour nous de se renouveler. Se renouveler aussi toujours en gardant l'esprit du salon. Il ne faut pas perdre notre clientèle en se renouvelant. Mais je pense que, des fois, mon exemple, c'est Gilles Vigneault. Je dis tout le temps que Gilles Vigneault a toujours fait du Gilles Vigneault. Mais ce qu'il faisait au début puis ce qu'il fait maintenant, c'est différent. Le salon qu'on faisait il y a 25 ans puis le salon qu'on fait aujourd'hui, il est différent, mais c'est toujours un salon du livre, c'est toujours une rencontre. Ça nous a forcé aussi, en sortant de notre zone de confort, d'aller dans des zones où on aurait peut-être mis plus de temps pour y aller. Comme par exemple? On a organisé quelque chose de très, très, très sympathique. Là, on a fait une entrevue avec une auteure qui s'appelle Josée Blanchette, qui vient d'écrire son premier roman. Donc, Mon jeune amant français. Et elle a Juste été... ici, d'ailleurs. oui, qu'on voit, je ne l'ai pas lu encore, mais... Moi, je l'ai lu, c'est bien, ouais. c'est bien. Donc, on a demandé à une sexologue rimousquoise de faire l'entrevue, Marie-Christine Pinel, qui est aussi auteure chez Le Méac, de faire l'entrevue avec Josée Blanchette. Et sachant que Josée Blanchette a un de ses meilleurs amis en France, s'appelle Alexandre Jardin. Donc, et Alexandre Jardin a été quelqu'un d'important dans la réalisation, dans l'écriture du premier roman de Josée Blanchette. Comme j'avais les coordonnées d'Alexandre, je l'ai contacté et je lui ai dit ce qu'on allait faire à Rimouski avec Josée Blanchette, etc. Et j'ai dit, ça serait sympathique de la surprendre durant l'entrevue avec un petit clip que tu pourrais tourner où tu parleras à Josée. Donc, Alexandre Jardin, c'est une vedette, mais c'est un homme extrêmement sympathique et chaleureux. Il m'a dit oui tout de suite. Et 2 jours plus tard, je recevais un clip d'une peut-être 45 secondes où il s'adresse à Josée Blanchette. Et lorsqu'on a commencé l'entrevue avec elle, on a
On lui a dit qu'on allait avoir une surprise à la fin de l'entrevue. Donc, l'entrevue s'est déroulée et lorsqu'on a présenté le petit clip à José Blanchette, sa réaction était incroyable. Et le lendemain, je recevais un courriel, un texto de l'auteur, de l'autrice, qui me disait « C'est la meilleure entrevue que j'ai faite jusqu'à date ». Donc, ça va être présenté là, entre le 2 et le 8 novembre prochain. On a hâte d'écouter ça. Alors, Robert, est-ce que tu peux nous donner tes suggestions lecture du moment? Oui. Alors, il y a des suggestions que je vais vous donner que ce sont des livres que je n'ai pas lus. Ah, d'accord. D'autres, c'est des livres que j'ai lus. OK. Mais il y a des livres, en fait, il y a des auteurs là-dedans que je connais et j'ai très, très hâte de lire leur dernier ouvrage, dont Kateri Lemons, Passer l'hiver. Kateri, c'est quelqu'un qui enseigne à l'UQAR, ici à Rimouski. Un livre que j'ai aimé beaucoup, beaucoup, Hélène Dorion. Pas même le bruit d'un fleuve. C'est son premier roman. Oui. Qui a cartonné d'ailleurs. Oui. Il a super bien marché. Je pense que vous n'êtes pas le seul à l'avoir apprécié. Et vous allez voir aussi, j'aime beaucoup la poésie d'Hélène Dorion. Oui, je l'ai vu. C'est quelqu'un qui me touche énormément. J'ai toujours eu l'impression que Hélène Dorion, elle écrit parce que comme on respire, tu vois, on a besoin de respirer pour vivre. Hélène Dorion a besoin d'écrire pour vivre. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis très, très, très sensible à l'écriture d'Hélène Dorion. Les falaises, parce qu'on a parlé du roman d'Hélène Dorion. Oui. Oui, Les falaises. Il y a un rapport, en tout cas, à faire entre les deux. La recherche de la mer. Ouais. La mer, puis la mer, M-E-R, puis M-E-R-E, la mer. Donc, moi, ça m'a surpris. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Les falaises de Virginie de Champlain. C'est une fille de Rimouski, fille qui travaille à Québec maintenant. Je le recommande fortement. Paul Chanel. Paul Chanel, Malenfant, j'adore sa poésie. Vraiment, là, quel homme! Je ne l'ai jamais lu, mais là, maintenant que vous en parlez, oui. Je savais que c'était à lire à un moment donné. Maintenant que vous en parlez, je pense que je vais peut-être devancer un petit peu l'expérience. Oui, faites. Paul Chanel, c'est quelqu'un dont l'écriture me touche énormément. C'est d'une sensibilité incroyable. C'est pas pour rien qu'il a gagné le prix du gouverneur général du Canada en poésie. Donc, n'importe quoi de Paul Chanel. C'est un bon classique, toujours. En plus, c'est quelqu'un d'ici. Un livre dont j'ai entendu parler. Demain, je passe à la librairie ici. Je me l'achète. Ah, OK, super. Oui, on vous attend. On va vous le mettre de côté. D'accord. Donc, de Tania Langlais. C'est son dernier. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je peux pas faire autrement. Là, je ne l'ai pas terminé encore, mais j'en ai lu plusieurs bribes, puis c'est quand même très bien. Parfait. Oui. Alors, un livre, j'en ai parlé tout à l'heure, José Blanchette. Moi, José Blanchette, je la connais comme chroniqueuse. Donc, je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai vu et entendu une partie d'une entrevue qu'elle donne avec Marie-Christine Pinel. Et c'est vraiment tentant d'aller dans ce livre-là. Vraiment, vraiment tentant. Et c'était drôle parce qu'à un moment donné, elle parle aussi, comme chroniqueuse, elle doit livrer le vendredi à midi. Et comme romancière, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'échéance. Il n'y a pas d'heure de tomber. Donc, elle a contacté son ami Alexandre Jardin. Puis elle lui a demandé, mais quand est-ce que ça s'arrête un roman? Alors, parce que là, elle était en train de corriger. Alexandre Jardin lui a dit, il faut du brut dans le roman. Ouais. Donc, laisse des phrases que tu as écrites, premier jet, laisse-en là, c'est important. Il faut que les lecteurs le sentent, ça. Je l'ai gardé en dernier. Pour la fin, le meilleur pour la fin? C'est quelque chose d'important. Ce livre-là, Pourquoi important? L'homme rapaillé de Gaston Miron, c'est ça doit... Je ne le sais pas, là, je ne suis pas un grand connaisseur de la poésie québécoise, mais j'ai l'impression que Gaston Miron, à partir de Gaston Miron, la poésie québécoise a pris une autre allure. C'est lui qui a
il a fait faire un virage là, à la poésie québécoise. L'homme rapaillé, là, c'est dans mon solarium, ça ne le quittera pas. Ouvrir à peu près à n'importe quelle page, vous allez trouver une belle phrase là-dedans qui va vous faire rêver, qui va vous amener ailleurs. C'est un recueil de poésie qui est très, 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 très important dans la poésie québécoise. Et c'est un recueil que j'ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup au Salon du livre maritime de Concarneau. Donc, je l'ai exporté, la poésie de l'homme rapaillé. Et aussi, si vous avez, disons, un peu de difficulté à la lecture de la poésie, il y a quelqu'un de l'Est du Québec, un Gaspésien, Gilles Bélanger, qui a fait une production, deux CD, à partir de la poésie de l'homme rapaillé, avec des gens comme Michel Faubert, Plume Latraverse, Yann Perrault. Donc, vous pouvez aller chercher le CD. L'audio, c'est une nouvelle façon de découvrir la poésie. Oui, et à partir du moment où vous allez vous attarder sur les textes chantés, il y a des bonnes chances que vous passiez à la librairie L'Alphabet pour L'homme rapaillé de Gaston Miron. Robin, il faut dire, par exemple, on a parlé beaucoup de votre expérience au Salon du Livre, mais vous êtes surtout un lecteur passionné. En fait, c'est pour ça que vous vous êtes lancé dans le monde du salon, j'imagine. Voulez-vous que je vous raconte comment que ça a commencé? Ah oui, j'aimerais bien. En fait, moi, je viens d'une famille modeste et il n'y avait pas de livres à la maison chez nous. Donc, je suis de ceux là, qui lisaient Landau des boîtes de céréales le matin, etc. Donc, j'ai toujours aimé lire, dis-je bien. Et en fait, on est vaillant dans notre famille. On est, à la blague, je dis, c'est une tare familiale. Donc, j'étais jeune, j'étais très vaillant, dis-je bien. Et je faisais des commissions pour les ménagères de la rue. Ah. Et on me donnait un peu de sous. Et un jour, ma mère m'a dit, bien, tu as assez d'argent pour aller t'acheter un cadeau dans un magasin qu'on appelait à l'époque les 5-10-15. Et je suis allé au 5-10-15 Saint-Robert, parce que je suis un gars de Saint-Robert, je suis un Rimouskois de naissance. Et je suis allé au 5-10-15 Saint-Robert et ma mère était sûre que j'allais aller me chercher un petit camion, un truc comme ça, mais je suis revenu à la maison avec un livre. Et maman, elle a eu la larme aux yeux. C'était une femme qui avait quitté son village pour venir à Rimouski parce que dans son village, dans les années 40, on allait, peut-être que l'école arrêtait en 7e année. Mm-hmm. Ma mère est une femme très, très, très intelligente qui aurait voulu étudier longtemps. Et à la fin de sa vie, elle m'a dit qu'elle avait quitté son village pour s'installer à Rimouski parce qu'il y avait des écoles. Elle voulait qu'on aille à l'école. Donc, un peu plus tard, je suis entré en première année, ma maîtresse d'école qu'on appelait à l'époque, Lucille Vignola. Cette dame-là, au mois de novembre, j'ai fait une pneumonie. Décembre, j'ai fait une pneumonie. Et j'ai été obligé d'aller à l'école pendant peut-être 3 semaines au moins. Et un samedi, il y a quelqu'un qui cogne à notre porte et c'était ma maîtresse d'école qui me faisait un cadeau. Et je me rappelle, c'était l'histoire d'Alexander Graham Bell. Et je me rappelle du livre encore, comme si c'était hier. C'était un livre qui avait été découpé dans la forme d'un téléphone. Et comme le système scolaire me convenait, j'étais quelqu'un qui était, en fait, j'arrivais le premier ou le deuxième là, dans le bulletin mensuel. Et j'ai eu cette chance d'avoir des livres en cadeau, surtout à la fin de l'année. Plus tu te classais haut, plus tu avais de livres. Donc, je revenais tout le temps chez nous avec une pile de livres. J'ai toujours aimé lire, tout le temps. Et aujourd'hui, en fait, mon univers culturel,
c'est principalement la lecture. J'aime encore aller au théâtre, aller au cinéma, voir des spectacles, particulièrement au niveau des arts de la scène, les spectacles émergents. J'aime beaucoup. Mais je lis beaucoup. Ma journée commence avec de la lecture. Donc, j'ai la chance de vivre dans un quartier qui est formidable, le Rocher-Blanc. J'ai un solarium dans ma maison. Je suis un lève-tôt. Je me lève vers 5h30. Je prends un espresso par jour. Après ça, c'est fini le café, mais j'aime le prendre au solarium. Avec un livre. Avec un livre de poésie. Ah oui, le matin particulièrement? Tout le temps. Je commence... donc? Pardon? Pourquoi donc? Parce que c'est pour la beauté. La poésie, on ouvre le livre, on n'ouvre pas nécessairement le livre à la première page. On peut l'ouvrir n'importe où et lire, et là, vous tombez sur 2-3 lignes extraordinaires. Puis commencer la journée de cette façon-là, pour moi, là, c'est comme... Il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui bat ça. Puis ça m'a pris du temps avant d'être capable d'être bien avec la poésie. Ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a quelque chose de très intime dans la littérature en général, dans le fait de lire. Quand on lit un livre, c'est beaucoup avec soi, puis ça éveille l'imaginaire et tout ça. Mais la poésie, on dirait que c'est comme une petite coche au-dessus parce que ça vient titiller des concepts, des émotions, des... Oui. Bien, je pense qu'il faut trouver sa manière d'aller à la poésie. Et des fois, les gens, j'en ai parlé beaucoup avec des poètes, des gens qui ont des maisons d'édition comme en poésie, entre autres comme mon ami Rodney Saint-Éloi, qui me disait « lis le texte à voix haute ». J'essayais, ça ne fonctionnait pas, jusqu'au jour où je me suis mis à écrire ce que je lisais. Donc, je passais plus de temps avec les mots, avec la phrase. Et là, ça a été une découverte pour moi. J'ai dit, bon, je viens de trouver ma manière. Donc, j'écris le poème. Pas le matin, pas tout le poème, là. À un moment donné, il faut que j'aille au travail. Oui. Mais j'écris des parties du poème et des fois, c'est juste 2-3 lignes. Et là, je passe, comme je disais, je passe du temps avec le poème et c'est de même que j'ai apprivoisé la poésie. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire de la photo, j'aime faire de la photo de mon environnement. Je suis un gars qui fait... et comme j'habite tout près de la plage, je suis à la plage tous les jours et je photographie la plage et souvent au lever du soleil ou au coucher de soleil. Puis le paysage est toujours différent. Là, pour habiter à Rimouski depuis l'année dernière, je remarque que le paysage est toujours tout aussi beau, mais toujours différent. Oui, et j'essaie d'avoir, disons, une approche différente avec toujours le même paysage. Donc, je me suis rendu compte aussi, à la blague, je dis ça à la blague, que les couchers de soleil, c'est aussi fort que les chats sur Facebook. Oui, les gens aiment ça. Je comprends. Alors là, j'ai commencé à écrire les quelques phrases du poème. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne mettrais pas une photo d'un coucher de soleil? Moi, les photos que je fais, c'est toujours avec mon appareil iPhone. Là, un petit téléphone intelligent. Oui, j'ai pas de prétention au niveau de la photographie. Je dis tout le temps qu'en photographie, je suis un amuseur public. Ça fait que je mets une photo d'un coucher de soleil qui accroche l'œil un peu et avec quelques phrases poétiques. Et c'est ma façon aussi de promouvoir la poésie. À 90 % ce que je mets, puis peut-être même 95 c'est toujours le travail de poètes québécois. Donc, c'est une façon pour moi de faire la promotion de la poésie. Puis des fois aussi, je vais comme, particulièrement l'hiver, je vais faire un tour dans un pays, dans la littérature d'un pays. Donc, des fois, c'est des pays... je suis allé dans la littérature scandinave. J'ai une affectation profonde pour le Japon.
ayant, jusqu'à tout récemment, à cause de la COVID, ayant pratiqué un art martial pendant près de 30 ans. Donc, un art martial japonais. Donc, jeune, je me suis intéressé beaucoup, beaucoup au cinéma japonais. J'aimais ce cinéma en noir et blanc où j'avais l'impression que chaque image était une photo. C'est une culture qui est très riche, hein? Oui, oui. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature japonaise. Et je peux faire une recommandation? Certainement. Un livre d'un auteur qui s'appelle Tanazaki, écrit vers la fin des années 20, peut-être au début des années 30. Ça s'appelle L'éloge de l'ombre. J'ai un travail qui fait en sorte que souvent, je suis dans la lumière à cause de mon travail, c'est-à-dire que je dois être dans la promotion de la littérature, des communications. Donc, comme actuellement, oui, sous le feu des projecteurs. Je suis sous la lumière. Donc, lire L'éloge de l'ombre, pour moi, c'est vraiment important. C'est un livre que j'ai donné à plusieurs personnes. C'est un livre qui est toujours proche qui est toujours dans ma chambre, proche de mon lit. Et un jour, je retournerai à l'ombre et comme je suis heureux là, sous la lumière, mais je serai heureux aussi à l'ombre. Merci beaucoup, Robin. Ça me fait plaisir. C'était vraiment super intéressant.